Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Fresh Tech et déjà l'épisode 10 de la Fresh Tech. Et donc ce soir je suis avec, ce soir comme d'habitude, Il pour fait ce nuit, nouveau tu vois. numéro, voilà. Je suis avec Christophe, bonjour Christophe. Salut les gens. Merci encore de Et m'inviter. pour ce, écoute, avec grand plaisir, merci à toi de venir. Et pour ce nouveau numéro, épisode 10, on a la chance de recevoir la startup Venture Orbital System et donc avec Stanislas Maximin. Bonjour Stanislas. Bonjour, ravi d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, merci, avec grand plaisir. Donc, avant de démarrer et puis de faire connaissance, de découvrir ta startup et le projet, on va dire, un peu fou que tu as, hein, donc une tarte que tu nous expliques tout ça, je vous propose qu'on regarde le sommaire des news également que l'on va voir en fin d'émission. Donc, en fin d'émission, on abordera la startup Ascendance qui propose des taxis volants électriques hybrides. Tiens, c'est intéressant, pourquoi hybride? On va voir Aircall qui devient une licorne, on n'a pas tant que ça quand même, donc c'était intéressant de le partager ensemble. Mais également Electra qui a levé 15 millions d'euros pour son réseau de stations de recharge. On va voir à quel point c'est important d'avoir des stations de recharge et pour tout ce qui est moteur électrique et donc voiture électrique. Mais avant tout Electra qui cela, n'est pas un oui. antagoniste de Daredevil, hein, précisons-le. Merci pour cette précision, Christophe. Tu as raison, on sait jamais, ça On sait pourrait jamais, porter on à sait jamais. confusion. Non, non, mais tout à fait, je l'avais pas précisé. Et avant tout cela, on va découvrir l'invité du mois de juin. Et donc, cet invité, c'est Stanislas qui vient nous présenter sa startup Venture Orbital Systems. Et Stanislas, ce que je te propose, c'est une tradition parce qu'au-delà de la startup, ce qui nous intéresse, c'est l'homme qu'il y a derrière et les hommes, parce que vous êtes plusieurs. Et donc, si tu peux un petit peu nous parler de ton parcours qui t'a conduit à créer cette startup, ça nous intéresse. Ouais, bah écoute, ravi en tout cas, voilà, j'ai déjà dit d'être présent. En effet, je pense que des startups avant tout, c'est des humains qui font des choses. Donc personnellement, Stanislas Maximin, j'ai fondé Venture Orbital Systems. Alors bon, je vais peut-être commencer un petit peu avant ça. J'ai commencé des études en école de commerce, une école qui s'appelle l'ISEG à Paris, enfin école de management, machin truc. C'était rigolo, j'ai rencontré des gens, mais bon, disons que j'étais pas forcément fait pour continuer les études. Il se trouve que j'ai effectué, euh, alors c'était en 2000, je vais pas dire de bêtises, 2018, l'été 2018. J'ai bossé 3 mois aux États-Unis, en Floride, 1 heure de Cap Canaveral. Et il se trouve qu'on était une grosse centaine de Français sur place. Au même endroit, on était dans un campus, voilà, pour aller bosser. Et, euh, et, euh, et du coup, ce que je faisais, comme j'étais déjà passionné du spatial, je suis un passionné du spatial depuis si longtemps que je m'en souvienne, passionné de l'histoire, passionné des nouvelles technologies, passionné des nouvelles tendances. Et comme qu'il y avait Cap Canaveral, il y avait le Kennedy Space Center également, qui est un des plus gros musées, enfin qui est une base avant d'être un musée, mais qui a également un des plus gros musées spatial sur Terre. Bah, je me suis dit, bah, on va y aller avec des copains. Donc on prenait un taxi, on faisait 1 heure de route jusqu'au Kennedy Space Center, on faisait la visite. Après on s'est dit, ah tiens, bah, c'est rigolo, il y a des lancements de fusées. Ah, je sais pas vous, mais c'est compliqué de voir des lancements de fusées dans notre vie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on tire des fusées C'est et que certain. en France c'est la Guyane. Là, c'est pas la porte à côté. Vous me direz la Floride non plus, mais il se trouve qu'on y était et donc on a décidé d'aller voir les lancements. On a commencé par voir un lancement d'une Falcon 9, donc de la fusée réutilisable de SpaceX. On y allait. Il était 4h30 du matin. On voit le lancement, c'était un truc magnifique. Enfin, c'était juste à l'aube. C'était absolument extraordinaire. Et on refait une visite. La journée, ensuite, une fois que le lancement est fait, on fait une visite du Kennedy Space Center et on se dit, bah, franchement, c'était bien. On le refait une fois avec d'autres personnes. Et on se dit avec un copain, ah, franchement, ça a l'air d'intéresser pas mal de gens. Est-ce qu'on n'y emmènerait pas une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes? Du coup, on demande sur notre groupe des personnes qui étaient présentes, qui est intéressées. 70 personnes environ. Du coup, on affrète un bus pour y aller.
on remplit le bus à 65 personnes. Il y avait genre 50 Français, il y avait 20 personnes qui venaient du monde entier. On comprenait même pas comment est-ce qu'ils étaient. Je sais pas, peut-être qu'ils ont vu le bus, ils se sont dit tiens, j'y vais, alors que c'était un bus à 3 heures du matin, mais bon. Et donc ils sont montés. Et il y avait des gens qui venaient d'Hong Kong, il y avait des Taïwanais, c'était incroyable. Des gens qui venaient de Singapour. Et donc on va au Kennedy, on va pour aller regarder un lancement à 4 heures du mat. C'était le lancement d'une fusée qui s'appelle la Delta IV Heavy, qui était à l'époque la plus grosse fusée sur Terre. Un truc assez gigantesque. Ça peut envoyer 45 tonnes en orbite basse. C'est beaucoup. Et ça a envoyé en plus un objet qui s'appelle le Parker Solar Probe, qui est l'objet qui va le plus vite qu'on ait jamais envoyé. Et il va plus vite parce qu'il va très proche du Soleil. Donc c'est le projet également, pardon, c'est ah mince, l'objet qu'on a envoyé le plus proche du Soleil. Donc c'est une mission au-delà de ça ultra intéressante. Et donc on va voir le lancement. Bon, il est retardé. On y retourne le Pas de lendemain. chance. Ouais, non mais c'est sympa de s'être levé parce qu'on travaillait le lendemain. Ah Donc oui, c'est sympa. en plus. Oui, c'est sympa d'arriver sur place là à 3h30 du matin, d'y rester jusqu'à 5h. Ah ben non, launch is scrubbed, donc globalement c'est fini. On tire pas aujourd'hui. Là, Le plus voilà. dur. Et t'as emmené des personnes qui comprennent rien, qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'on tire pas. Donc ouais, c'était un peu chiant et on y retourne le lendemain finalement. Et bon, bah il y a le lancement qui se passe et on fait la visite. C'était vraiment génial. Et donc je rentre en France. J'ai passé les 3 mois aux États-Unis à faire du spatial, à rêver du spatial, à voir du spatial. Certes en touriste, mais quand même. Et je me dis, bon, c'est pas tout ça, mais les écoles de commerce et écoles de management, c'est rigolo, mais on n'apprend pas grand-chose quand même. On s'amuse pas énormément en cours. J'ai envie de faire autre chose. Et je me suis dit de façon un petit peu, dire, j'étais un peu insouciant en disant, bah, je vais créer une boîte dans le spatial. Et du coup, fort de cette décision, je me dis, ok, le spatial c'est large. Qu'est-ce qu'on fait? Et le fait est que je m'intéressais depuis déjà quelques années à ce qu'on appelle le New Space, c'est les nouvelles, comment dire, les Le nouvelles tendances renouveau du de spatial. l'industrie. Ah oui. Ouais, c'est pas qu'un, il y a oui, il y a renouveau, mais en fait, c'est pas forcément le renouveau parce que le renouveau voudrait dire qu'on prend des choses qui existaient, et les améliore, change. Bah, C'est pas le cas. les lancements de fusées, c'est le cas. C'est-à-dire que Ouais, les lancements de fusées, mais les non, lanceurs, on, il n'y a on, pas on que ça. renouvelle rien. On renouvelle rien. Alors, Ok. je vais être très honnête sur les lanceurs. On renouvelle peut-être certaines technos, etc. Mais on utilise la même technologie depuis les V2 allemandes, hein, donc Oui, pour dans les les années moteurs, c'est vrai. 40. Tu as Pour les raison. moteurs et pour les lanceurs. Deux gros réservoirs l'un sur Ouais. l'autre, on met le feu dans ce qu'on appelle un moteur fusée et ça décolle. C'est franchement, hein, même SpaceX réinvente pas la roue sur ce sujet-là. Bon, il réinvente la roue sur d'autres choses. La Euh, réutilisabilité, c'est quand même. C'est ça. non, Pour c'est bien ce que je te réduire dis. les Ouais, coûts, ouais. Ça Ouais, marche. ouais. Exactement. Mais donc c'est un changement des méthodes. Mais en fait, le spatial, parce que le lancement, c'est ça hein, dans le spatial, c'est que dalle. C'est pas pour ça qu'on fait du spatial. Parce qu'on fait du spatial pour récolter de la donnée et pour améliorer la vie de tout le monde sur Terre. Et justement, bah là, c'est pas un renouveau, c'est une création ex nihilo de nouvelles applications. Bon, j'y reviendrai peut-être un peu plus en détail, mais bref, c'est vraiment une création de nouvelles données, de nouveaux services, de nouvelles applications sur Terre. Et Et donc, c'est quoi ce nouveau du coup? ce nouveau, ça va être, par exemple, s'incarner en partie par les petits satellites. Donc des satellites qui vont faire moins de 500 kilos. Nous, On appelle des précisément, chez nanosatellites, hein, c'est ça? Alors les nanos, c'est moins de 50. Encore plus petit. Ah oui. C'est encore plus petit. Ah non, il y a des classifications. Bah non, mais tu mets des scientifiques forcément sur des classifications, tu vas finir par des trucs. Voilà. Donc oui, les nanos, c'est 50 kilos. Il y a beaucoup plus de nanos que de petits. Petits qu'on appelle également les small sat. En anglais, forcément. Donc voilà, mais on va parler en général de satellites de moins de 500 kilos. Et ces satellites, ils ont la particularité de justement de bénéficier massivement de la miniaturisation des composants électroniques depuis 20 ans, ce qui fait que globalement, on va arrêter d'avoir un gros satellite qui fait 5 tonnes, la taille d'un gros SUV, même plus, et qu'on envoie à 36 000 km, qui va fixer un point fixe, vraiment, tout au long de sa vie, en 15 ans. On va arrêter d'avoir ce business model-là. On va envoyer des plus petits satellites qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont développés beaucoup plus rapidement, qui emportent du coup des technologies qui n'ont rien à voir. Là où les satellites d'antan, c'était les télécoms, donc votre télé, c'était la météo, et c'était également parfois Internet, pas très fort et pas très puissant, mais
Là, on va utiliser des données complètement différentes et commercialement, c'est-à-dire qu'on va faire de l'observation terrestre commerciale, pas que pour de la recherche. On va faire des terminaux de communication commercialement. Et c'est ça un petit peu le renouveau, c'est surtout une utilisation commerciale du spatial. Euh, donc ces petits satellites, ils peuvent accueillir ces instruments-là qui sont plus petits, qui sont plus légers, et au lieu d'en les envoyer très loin, très haut, au même endroit, on les envoie par dizaines, voire centaines orbite basse, donc à moins de 1000 km d'altitude. Ils tournent très rapidement autour de la Terre, ils sont plusieurs, et ça leur permet d'avoir une couverture globale et d'être extrêmement aussi réactifs, c'est-à-dire que bon, bah, on peut faire de l'Internet haut débit en étant en orbite basse. Ce que je veux Donc, dire, c'est que tu incarnes et tu portes en plus cette marque-là, SpaceX, ça fait partie d'un des domaines sur lesquels ils sont actifs avec leur réseau de absolument. satellites Starlink. C'est-à-dire que ça rentre dans ce cadre-là dont tu Bah, parles. Starlink complètement, hein, c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent rendre possible, on va dire, ce qu'on appelle le broadband Internet euh, partout dans le monde, avec une offre qui est intéressante, hein, on est quand même sur du 500, je crois, quelque chose comme, pas dire de bêtises, mais c'est 500 dollars l'abonnement dans le terminal et c'est plus de 150 dollars l'abonnement mensuel. Ce qui peut paraître cher, mais bon, on est en France, on se rend pas compte à quel point notre Internet est pas cher. Et que dans des endroits comme la Creuse, bah, quand il n'y a pas Internet, il n'y a pas Internet. Donc, sauf que la D'accord. Donc, Creuse, bah, il y en a c'est partout en Afrique, c'est partout en Amérique du Sud, c'est à beaucoup d'endroits en Asie, c'est partout en Sibérie. Donc il y a plein d'endroits où on n'a pas Internet, où c'est pas possible de tirer des câbles. Donc voilà, et ça c'est le projet de SpaceX, enfin de Starlink en l'occurrence. ouais. Donc, d'accord. Donc, du coup, vous intervenez dans ce domaine-là. Si on revient du coup à votre proposition, vous intervenez dans ce domaine-là et qu'est-ce que vous faites en particulier On revient justement sur du coup qu'est-ce que voilà, moi je suis dans ce domaine-là, enfin je baigne dans ce renouveau-là. Je suis super intéressé par les nouveaux business, je suis super intéressé par les nouvelles boîtes. C'est porté par des startups en plus, donc c'est un truc assez extraordinaire. C'est des startups qui révolutionnent le spatial. Et je C'est le regarde ça et privé, je me le domaine dis, privé en général. oui, le domaine privé, t'as raison. Et je me dis, bah, c'est quand même assez extraordinaire. Comment est-ce que moi, je me mets là-dedans? Je suis pas un expert, j'ai pas de technologie spécifique, donc je sais pas vraiment comment est-ce que on fait des constellations, si j'ai une idée de constellation, etc. Par contre, je sais que la donnée a un impact direct. Elle nous affecte tous aujourd'hui déjà. Et je me dis, bah, ce qui est intéressant dans le spatial, c'est pas d'envoyer des satellites, c'est pas de faire des fusées. Ce qui est intéressant, c'est de développer la donnée, parce que c'est comme ça qu'elle change nos façons de vivre sur Terre. Donc, en regardant ça, bah, je me suis dit, euh, comment est-ce qu'on fait pour que cette donnée soit plus accessible, moins chère, et puisse se démocratiser complètement? Et en gros, comment est-ce qu'on enlève les barrières à l'entrée et les barrières en général? Qu'est-ce qui fait que ça ralentit en gros? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas déjà 50 000 satellites dans l'espace? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez pas avoir une image de votre jardin toutes les minutes? Qu'est-ce qui fait? Et ben, globalement, c'est le lancement. Alors en partie, il y a d'autres choses, hein. Il y a les régulations, il y a également l'assurance, la logistique, bon, il y a l'industrialisation, il y a d'autres choses, mais majoritairement, c'était le lancement. Globalement, bah, pour envoyer votre satellite dans l'espace, soit vous vous appelez SES, Intelsat, Eutelsat, bref, vous êtes des boîtes qui amassent des milliards chaque année, qui envoient 2, 3 satellites par an max, sauf que ces satellites, bah, vous achetez un lanceur fait pour vous, il vous appartient et vous allez où vous voulez avec. Et Sauf que c'est ça du coûte 200 millions. lancement à la demande, mais programmé à une date fixe, avec C'est ça, un satellite à l'intérieur très coûteux, et avec un c'est ça, lanceur également très coûteux qui a été dédié. Et c'est d'après ce ça. que j'avais pu voir, on a ensuite dedans ce qu'on appelle une charge utile, qui est des petits C'est ça. satellites connexes qu'on va pouvoir mettre, mais dans ce cas, il y en a 3 par an. Ben, vous ratez le créneau, ça sera le suivant s'il reste de la place. Et ça sera aussi l'orbite, l'altitude qui a été définie pour le satellite premier qui avait commandé en fait le lanceur. C'est ce que j'ai pu comprendre du fonctionnement. Et il y a de ça, c'est-à-dire que, en gros, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, il y avait des petits satellites et que ces petits satellites, il fallait les envoyer dans l'espace, dans les années 2010 jusqu'à même encore aujourd'hui, hein. On s'est dit, bon, bah, on remplit jamais 100% d'un lanceur. En moyenne, c'est 80% pour dire. Donc même quand on envoie un satellite de 6 tonnes, quand vous achetez, vous êtes une boîte, vous avez un satellite de 6 tonnes, vous achetez un lanceur qui est capable de mettre 7 tonnes en orbite. En orbite, on s'en fout, n'importe quelle orbite. Bon, bah, vous avez quand même payé 1 tonne pour rien, parce que vous payez au kilo. Alors, plus ou moins. Mais donc, globalement, on va dire que vous payez au kilo. Donc, vous avez tout payé,
Sauf que vous n'utilisez pas une tonne avec votre satellite. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dire, très bien, ben, on va commercialiser la tonne qui reste et on vient venir. Alors bien évidemment, moi, mon satellite, c'est ce qui me coûte cher et c'est ce qui me rapporte beaucoup. Donc forcément, c'est moi qui vais venir déterminer euh, où est-ce que je vais, quand est-ce que j'y vais, etc. Et vous allez dire, bah, écoutez, j'ai cette opportunité-là. Les petits satellites, que vous fassiez 200 kilos, 100 kilos, 1 kilo, si vous êtes intéressé, venez. Je vous fais payer un prix qui est démesuré, mais venez. Et c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps, et c'est comme ça que les petits satellites pouvaient aller dans l'espace. Sauf que Donc on faisait des euh, charters de petits satellites en fait. c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le piggyback. Littéralement, voilà, vous mettez sur un gros satellite. Enfin, vous mettez pas sur le gros satellite, mais voilà, vous Profiter du Profite lancement d'un du gros gros. lancement. c'est Voilà. ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, et c'est un business model qui a fonctionné pour dépanner quand c'était des universités, quand c'était des écoles, quand c'était des instituts de recherche qui n'avaient pas d'argent. Sauf que quand on a eu de plus en plus d'entreprises pour qui les satellites qu'ils envoyaient, même s'ils font 4 kilos, hein, c'était des business units. Donc ça fait de l'argent, ça génère de la donnée. Et donc on a une problématique de temps et on a une problématique de performance. Il faut également aller au bon endroit. Parce que votre optique, elle fonctionne pas pareil si vous êtes à 400 km d'altitude que si vous êtes à 600. Vous voyez beaucoup moins bien à 600. Euh, Donc et ça veut donc, dire quoi? Ça veut dire que dans ce charter-là, on a commencé à avoir des objectifs distincts en fait, qui étaient pas, c'est ça, qu'on pouvait pas mettre ensemble pour un lancement global unifié. Donc une exactement. volonté à partir sur un besoin spécifique pour des plus petits satellites en fait. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'ils se sont rendus compte. C'est que les petits clients ont commencé à se dire, Mais moi je en veux ça. fait, ça me saoule d'aller à cet endroit, quoi. Et dans ce que je comprends, en plus, c'est cher. C'est ça, hein, c'est Ouais, à l'époque, que... c'était extrêmement cher. À En l'époque, c'était plus, extrêmement cher. c'est que... SpaceX est en train de réduire les prix. Soyuz D'accord. également. Donc, Soyuz, c'est Donc, la ça veut fusée, dire une des qu'on fusées russes. on choisit pas l'orbite, on choisit pas la date, et en plus, on paie cher. En gros, Exactement. hein. D'accord. Donc, Ok. vous êtes Bon, un vous avec faites un un petit peu. constat comme ça, on se dit, ah tiens, il y a peut-être effectivement un concept ou un business Voilà, plan et une solution à aller proposer pour le coup. également. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé. On s'est dit, bon, bah, nous, on va. Parce que bon, on n'est pas arrivé en disant, il n'y a rien qui existe. On est arrivé, on s'est dit, bon, aujourd'hui, des boîtes comme Rocket Lab, Firefly, ISAR, etc., qui ont décidé de se positionner sur les satellites qui vont faire entre 150 et 500 kilos. Qui ont les mêmes problématiques que les petits, mais de façon un petit peu moins importante. Et donc, eux, ils ont décidé de se positionner là-dessus, et nous, on a regardé, on a fait, mais vous pouvez lancer 300 kilos dans l'espace. Quand vous lancez 300 kilos dans l'espace, et que vous avez un client qui a un satellite qui fait 4 kilos, ça change pas le problème. Vous avez exactement la même problématique. Euh, donc, vous réglez pas le souci des nanosatellites. Vous réglez le souci des petits satellites qui font plus de 150 kilos. Vous réglez pas celui des nanos. Et pourtant, les nanosatellites, c'est 80% du nombre de satellites qu'on envoie dans l'espace. Donc, vous réglez pas le problème de 80% de vos clients. C'est pour ça qu'on a décidé de créer Adventure Orbital Systems et qu'on a décidé de créer, numéro un, une solution technique adaptée à la taille des nanosatellites, donc un lanceur, une fusée, qui peut envoyer des nanosatellites dans l'espace, qui peut envoyer jusqu'à 70 kilos. Donc on est vraiment dédié, et une infrastructure spatiale complète autour de services, parce que le lancement, c'est pas juste mettre le satellite dans la fusée, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est s'occuper de la logistique, comment est-ce qu'on transporte le satellite de Pologne en France jusqu'aux États-Unis, c'est l'assurance, c'est la logistique, c'est les régulations, c'est tout ce genre de choses, c'est les tests, c'est le mission management, et tout ça, on s'en occupe également pour nos clients. Globalement, on dit, bah, vous, votre métier, c'est soit de faire des satellites, soit de récupérer de la donnée, soit les deux, parfois. C'est pas votre métier de vous occuper du lancement, donc arrêtez de vous en occuper. On le prend, on s'en occupe pour vous. Ça nous permet d'avoir la main mise sur la chaîne de valeur globale et de pouvoir contrôler les coûts, parce que on paye pas uniquement un prix au kilo comme on l'entend souvent, avec des prix défiant toute concurrence en disant que SpaceX c'est 2000 $ le kilo, ce qui est au-delà d'être faux, incorrect d'un point de vue paiement global de la mission, parce qu'on a plein de choses qui rentrent en compte autour. Et donc, on vient contrôler le coût complet de la mission ainsi que le temps. Ce qui fait que nous, notre proposition de valeur, c'est de dire que chaque nanosatellite qui part chez nous peut aller dans l'espace en moins de 6 mois entre le premier contact et le décollage. Oui, Le lead effectivement, là, time. le time to market dans l'espace, en tout cas, est extrêmement intéressant. 6 mois, et on maîtrise en fait l'agenda.
Parce que vous pouvez, Ça, enfin, vous allez quand même choisissez où vous allez. regrouper entre plusieurs personnes, enfin entre plusieurs Absolument, clients, je suppose. le maximum, c'est 3 voire 4 clients dans la coiffe. D'accord. Maintenant, ça va dépendre de la taille des satellites et ça va dépendre aussi du besoin de chacun des clients. Mais globalement, on n'a pas, c'est pas comme si chaque personne voulait aller à un endroit spécifique. Enfin, c'est pas comme si tout le monde voulait aller à un des endroits spécifiques. Il y a beaucoup de commonalités pour les clients. C'est-à-dire que globalement, c'est relativement aisé de pouvoir mettre 2, 3 personnes ensemble sur le même vol pour telle ou telle occasion. Donc D'accord. c'est pour ça qu'on se limite à ça et c'est pour ça qu'on a une capacité de 70 kilos. C'est quand même pour envoyer un certain nombre de clients à chaque fois. Ou Qui vont alors un aussi plus satellite de souvent, 50 effectivement. kilos. Et voilà. Ouais. Alors, ouais, ok, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la chaîne logistique, donc de bout en bout. Mais logistique, ça sort de leur entrepôt chez eux jusque c'est mis dans l'espace. C'est ça votre proposition. Ok. Mais même avant, Même avant? nous on propose même de les accompagner dès le début de leur projet. C'est-à-dire à quel niveau? Dans la conception du. On peut leur trouver, on a des partenaires qui construisent des nanosatellites. Ok. 26 mois, on peut leur trouver des constructeurs, on peut du coup. D'accord. Ok. D'où la remarque de tout à l'heure sur des gens qui ont des besoins et notamment autour des données. C'est-à-dire que vous pouvez aussi Ok, donc vous créez des entrants quelque part pour faire des lancements en mettant en relation des gens qui ont des besoins et des gens qui savent Ça. faire. Globalement, ouais, c'est juste, on se dit, quel est le métier de nos clients? C'est ça. Il Dans n'a pas à faire l'exemple tout de ce tout qui est à autour. l'heure, quelqu'un dont le métier c'est de la donnée, ben, en fait, il pourrait potentiellement ne rien connaître du tout au niveau des satellites et dire, ben voilà, moi j'ai besoin d'avoir tel type de données et il me faut, dites-moi quel satellite il me faut et quand est-ce qu'il peut être en orbite. En gros. Exactement. Et on a deux types on voit apparaître un nouveau type de client, c'est-à-dire que généralement les opérateurs faisaient quand même ce qu'on appelle la payload, c'est-à-dire la charge utile d'instruments scientifiques qui permet de récolter la donnée, euh, que ce soit une caméra, que ce soit une antenne, etc., ou de générer cette donnée. Euh, donc au minimum, il y avait ça, mais on voit de plus en plus de boîtes qui disent, bah tiens, j'ai cet instrument qui existe sur le marché, fonctionne très bien. Moi, derrière, j'apporte une couche logicielle, une couche d'analyse, une couche d'IA et de machine learning qui me permet d'en tirer telle donnée, mais j'ai même plus à faire l'instrument. Mon métier, c'est d'analyser la donnée. Ok. Hein. Ok. Et c'est la valeur qu'ils apportent. D'accord. Et alors du coup, tout ça, cette proposition de valeur, donc cette belle proposition de valeur, enfin, qu'est-ce que vous apportez en plus de ce service comme innovation du coup sur ce marché pour pouvoir répondre à ce besoin de manière rentable et peut-être avec des nouveaux moyens? Alors, ce qu'on apporte, justement, c'est une nouvelle philosophie quant à la création des fusées, une philosophie qu'a notamment SpaceX, hein. C'est qu'on va venir jouer sur nos forces, c'est-à-dire on est petit. Tu te rends pas compte, mais opérer une fusée, ça coûte cher. Quand on dit opérer, c'est à partir du moment où ça sort de votre usine. Quand votre fusée, elle fait 55 mètres de long, 3-4 mètres de large, ça demande certaines installations. Ça rentre pas sur les barres de toit, on est d'accord? Exactement. Et puis au-delà de ça, et quand ça décolle, bah, vous avez l'équivalent d'une bombe qui décolle. Donc les infrastructures doivent tenir. Nous, non. On est une petite fusée qui pousse pas beaucoup, qui est simple, ce qui fait que globalement on fluidifie tout notre concept d'opération et ça nous permet d'économiser beaucoup déjà à ce niveau-là. Ensuite, industriellement et même techniquement, beaucoup voient la fusée comme une pépite technologique, etc. Alors que non, quel est notre métier? Envoyer des satellites en orbite. On peut le faire via une catapulte, notre client il en a rien à faire tant que son satellite est en orbite. Le Donc, lance-pierre, tu peux. Faut un gros élastique hein, quand même. Ça, c'est ça vrai. serait extrêmement innovant. Il y en a qui veulent, des Américains qui s'appellent Spin Launch, qui veulent faire ça. Ils veulent globalement faire tourner tourner une sorte de un lanceur avec le satellite dedans très rapidement. Ah, c'est marrant. Voilà. Très rapidement. Et puis le lâcher à quelque chose comme Mach 15 dans l'atmosphère. Wow. Bon, il y a des raisons pour lesquelles j'y crois pas trop, mais Voilà des contraintes appliquées dessus. Euh, Mais le- donc, le- ouais, Ça, ok. c'est pas pour de l'équipage par contre. c'est ça. Le satellite il prend 40 000 G en sortie de, sortie de tunnel. Il se Donc- fait aplatir. Donc, si Ouais, j'ai bien pardon. compris, vous construisez effectivement ces lanceurs-là vous-même. Absolument. Alors, On les avance, hein, design. on avance, c'est ça. Donc, vous captez le besoin, vous allez chercher les gens, vous proposez de construire des sats, etc. C'est ça extérieur. Par contre, vous accompagnez on récupère le microsat et on a le lanceur, on le construit, vous le designez, c'est ça? Et C'est vous ça. procédez au lancement derrière. Ok. Alors le lanceur est déjà designé, c'est une gamme unique qui s'appelle Zephyr, qui voilà qui est un lanceur extrêmement simple. C'est-à-dire que bon globalement
pour vous dire, ouais, je précise, hein, on fait pas le lanceur. Enfin, je précise parce que on fait pas le lanceur sur mesure. C'est-à-dire qu'on a un lanceur qui envoie 70 kilos dans l'espace, n'importe où, et c'est marre. Et C'est après, le même, vous avez voilà, c'est le même. Donc, et donc ce lanceur-là, on vient en fait regarder. Bah, quand on regarde un lanceur, globalement, ce qui coûte cher, c'est le moteur, ce qu'on appelle le moteur fusée. C'est un petit peu comme le moteur dans votre voiture ou un moteur d'avion. C'est ce qui crache des jets à haute vitesse et très fort et très chaud. Et c'est ce qui fait que ça avance et que ça décolle. Euh, bon, un moteur fusée, c'est quand même une pièce assez complexe. Ça coûte généralement entre 30 et 50% du coût complet sur Ah oui. sur une fusée. Donc c'est la pièce à faire pas cher, parce que sinon rapidement vous décuplez vos coûts. Donc nous là-dessus, le problème d'un moteur fusée, c'est que bah, dedans il fait plus de 3000 degrés, à des pressions extraordinaires, plus de 70 fois l'atmosphère terrestre, dans un truc qui fait cette taille-là, quoi. Donc c'est compliqué. Et historiquement, ces moteurs fusées, et beaucoup le font, hein, même encore SpaceX le font, avec de l'usinage classique. On va venir faire les pièces, les mettre dans des moules, tailler des pièces de précision avec des CNC, donc des machines qui permettent de voilà, venir tailler des pièces et ronger des pièces Donc pour les faire c'est selon plusieurs ce qu'on pièces, et veut. c'est ça que j'entends, qui sont faites sur mesure C'est des et milliers qui de sont pièces. assemblées avec une précision Main. extraordinaire pour arriver à Exactement. supporter les pressions et autres. Et d'où le coût, Exactement. effectivement, forcément. Dès Ah, qu'on c'est commence ça. à se dire ça, on comprend les coûts immédiatement qui sont assez importants. Exactement. Donc des milliers de composants qu'on assemble ensemble quasiment main, euh, enfin, et qui vivent des trucs extraordinaires. Globalement, nous, on vient innover, c'est que cette pièce-là, le moteur fusée, qui coûte une blinde, au lieu de passer plusieurs mois à la produire, on va venir l'imprimer en 3D. Donc on a designé un moteur fusée en impression 3D métal, avec un alliage qu'on appelle l'Inconel 718, c'est un alliage de nickel qui tient particulièrement bien la chaleur. Et on vient faire toutes nos géométries, le système de refroidissement, l'injection, tout ce qu'il faut en impression 3D. On atteint des géométries qui sont impossibles à atteindre en usinage classique. Et surtout, notre moteur, il est imprimé en moins d'une semaine. Alors, on va faire un petit focus, on va s'arrêter quelques instants Ouais, parce que il y a beaucoup d'éléments dedans et il y a des ça choses à m'intéresse montrer. beaucoup. Et pour le coup, c'est vrai que ça me paraissait vraiment intéressant, en tout cas, à bien préciser. Tiens, je crois d'ailleurs que j'ai, si je me souviens bien, une petite photo. Hop, inquiétez pas, tout va bien se passer. Hop. Et avec, voilà, où on vous voit en train de designer un petit peu tout ça dans les ateliers. Et, Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Et donc pour le coup, là, on a le moteur 3D en fait qui vient se designer. Par contre, l'impression du moteur, je suppose que vous faites chauffer en fait le nickel pour arriver à le faire couler, pour pouvoir l'imprimer. Je suppose qu'il y a quelque chose comme ça. C'est une technologie alors qu'on n'a pas du tout inventée. Alors là-dessus, D'accord. sur notre philosophie qui est de rester simple, on va pas inventer des trucs qui sont pas simples. Alors bon, ça peut paraître con de dire ça, mais c'est compliqué de faire des choses simples. Mais que les ingénieurs aiment pas, c'est compliqué de faire des choses simples. C'est beau, c'est bien, c'est plus simple de faire des choses complexes. Mais donc pour revenir sur le sujet, on utilise une technologie qui s'appelle, alors dépendamment de qui l'a fabriqué, soit SLM, Selective Laser Melting. Ça doit être plus ou moins ça, soit LBM, Laser Beam Melting. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir dans une machine une couche de poudre extrêmement fine d'un certain métal qui va être lasérifiée. Donc on va venir là, alors Ça comment ressemble à dire, l'impression résine, faire si ma fondre. vie. C'est exactement même chose, Ok, ok, même l'impression un peu résine, plus complexe. oui, bien sûr, Ouais, à oui. notre niveau avec d'autres Et matériaux, un mais peu tu plus as, gros. une poudre de matériaux, et du coup, tu fais fondre cette poudre qui va du coup se fusionner et créer une couche. C'est ça? Absolument, Et vous c'est travaillez par exactement ça. couche? Vous montez comme On ça sur travaille un par plateau couche. par couche? Ok. Et donc, on vient ajouter une couche de poudre, on lasérifie, ça se soude avec la couche d'en dessous, etc., 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 jusqu'à ce que la pièce, en quelques jours, soit complètement imprimée. Alors derrière, il y a des opérations, bien évidemment, de vérification, de post-traitement, notamment pour la rugosité, mais globalement, la pièce, elle est faite. Et donc ça, c'est une technologie euh, qu'on utilise sur le marché, qui est en pleine évolution, ce qui fait que le temps que ça nous prend aujourd'hui,
va clairement pas être le temps que ça nous prendra dans 4 ans. Ça, je trouve ça Donc, vraiment intéressant parce que pour le coup, c'est pas vous qui avez dû inventer ça et donc convaincre que ça fonctionne. Vous réutilisez une technologie qui a déjà fait ses procéder, ouais. preuves, dans ce que j'entends, et c'est juste que vous trouvez un nouveau débouché en fait pour cette technologie-là qui a du sens et qui permet comme ça de réduire drastiquement les coûts de fabrication. Et parce que vous Alors, miniaturisez aussi la pièce, donc c'est vraiment intéressant. ça, Ouais, c'est une question. C'est-à-dire que tu nous as dit que ça miniaturisait, enfin, ça diminuait les délais de production. Est-ce que ça miniaturise aussi les coûts derrière? Diminue les coûts? directement, ouais, directement. C'est- Aujourd'hui, on peut faire un moteur fusée à moins de 100 000 euros. Et, Donc, alors, ça parle pas forcément à tout le non, monde. Par ça parle rapport à pas. combien sur un autre moteur Sur, de sur, fusée? sur le marché, moteur qui ressemble au nôtre, enfin qui a la même poussée, hein, enfin, voilà, parce qu'on parle de poussée, combien ça pousse et à quelle efficacité, ça peut se trouver à. Je vais prendre allez, un moteur L'ordre de de grandeur, l'ESA. enfin, c'est quoi? C'est On a 3, plus d'un 4, mi- 5 fois? on a 10 fois? plus d'un million d'euros. Ah oui, D'accord, ok. oui. Donc, Mais bon, faut pas être de Après, mauvaise foi. on C'est pas pousse des pas la moteurs même qui sont chose faits non pour. plus. Non mais Ouais. si, on pousse la Ah même oui, chose. on pousse aussi 70 kilos dans les deux cas? Non, quand on parle de pousser moteur, on va en gros, ce moteur-là, combien est-ce qu'il peut pousser? Nous, notre moteur, il peut pousser environ 2,5 tonnes. Donc on compare avec les moteurs qui peuvent pousser 2,5 tonnes avec la même D'accord, efficacité. ok. Et là-dessus, les moteurs équivalents, même si faut prendre en compte le contexte, hein, nous on en produit plus de 140 par an, donc forcément l'unité nous coûte un peu moins cher. Mais je pense que ouais, sans impression 3D, le moteur, c'est compliqué de comparer, hein, mais sans impression 3D, le moteur coûterait plus de 300 000 euros aisément, pour même production, etc. On nous demande justement dans la chatroom, du coup, il y a Xoya qui nous demande est-ce que les Rutherford. Donc, on a des gens qui sont experts Ah apparemment dans le oui, domaine ah des oui, moteurs, oui. hein. C'était Xoya, je bien. crois je crois que je le connais, Xoya. D'accord. Twitter. Il nous demande donc les moteurs de Rocket Lab, les Rutherford, ils se situent où par rapport à vous en termes de proposition de valeur ou de gamme de prix peut-être? Alors, je vais être très honnête, Xoya, aucune idée de combien un Rutherford coûte. On vient un petit peu pousser plus loin l'impression 3D que eux. C'est vrai qu'ils ont des moteurs en impression 3D en grande même partie. On vient pousser un petit peu plus loin. On pousse, je crois que ça pousse quoi, un peu plus de 30 kN un Rutherford. Bon, c'est comparable. J'ai aucune idée de combien ça coûte. Ce que je peux te dire, c'est que Rocket Lab, leur fusée Electron, elle l'envoie 250 à 300 kg dans l'espace. Euh, Globalement, ça coûte cher, entre 5 à 8 millions, ça dépend des vols. Bah nous, ça nous coûte, enfin, on le vend 2,5 millions pour 70 kilos envoyés dans l'espace. Euh, D'accord. Et pour situer je crois par qu'on a des rapport moteurs du à coup, puissance équivalente. ok. Et pour situer du coup, Rocket Lab a une proposition de valeur équivalente au vôtre, mais sur une gamme peut-être au-dessus en termes de taille. C'est ça, Ça, juste pour. ils envoient 250 à 300 kilos dans l'espace. D'accord, D'accord, ok. oui, effectivement. Et on On avait nous a une autre demandé également. question. Ah, ben oui, Ouais, voilà. je t'en prie, vas-y, Non, c'est tout c'était une autre chic. question de tout fixe cette fois-ci, et c'est vrai qu'on se parle de beaucoup de choses comme ça, mais pour essayer d'illustrer, de ramener à un peu de concret, il nous demande en fait c'est quoi la taille moyenne des pièces que vous imprimez en 3D juste pour se faire une idée en fait de la taille du moteur. C'est pareil, hein, c'est d'ordre d'idée, hein, c'est. Attendez, je vais demander, je vois mon Respocom qui est en train, je vais lui demander d'aller me chercher le moteur. Ah merde, il est parti aux toilettes. Zut. On est en Euh, live. Ouais, je vais demander à quelqu'un de me rapporter le moteur. Globalement, le moteur fait plus de 40 cm. Donc c'est une très grosse pièce, hein. Enfin, pour vous D'accord. dire, ça veut dire qu'on doit aller chercher des imprimantes qui sont hautes. Aujourd'hui, les plus grandes imprimantes en Europe industrielles, c'est 400 mm de hauteur, donc on est ric-rac. D'accord. Ah, effectivement. Le temps que le moteur arrive, on peut peut-être avancer sur la suite du coup. On a bien compris du coup ce que vous ciblez comme marché. Par contre, aujourd'hui, vous en êtes où? C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des lancements qui ont été faits? Vous êtes encore Non, en phase de production de test? Ok, d'accord. Alors, absolument. Euh, L'entreprise a un peu plus de 2 ans, mais on a vraiment accéléré le développement sur voilà, allez, je vais se dire juin, et encore c'était tôt. On a commencé à avoir les premières personnes à temps plein en septembre. Ok. Septembre Oui, 2020. c'est Donc encore tout c'est il y frais, a moins mais d'un c'est an. bien. oui, donc dans un contexte qui était peut-être pas confortable non plus pour tous se réunir pour travailler C'est ça. sur une production. Ok. Mais donc on s'est installé à Reims en septembre. On a vraiment accéléré le développement.
nous, on imprime un moteur là fin de l'été, donc quand même en quasiment moins d'un an. C'est probablement un des records. Je sais pas vraiment s'il y a un concours, mais je pense qu'on est bien placé pour le gagner. Globalement, ouais, on est aujourd'hui une trentaine à Reims. On compte, là, on a vraiment passé la phase. On a décidé en fait notre logique industrielle, enfin notre logique, c'est une logique industrielle. C'est pas de dire on fait des lanceurs pour faire des lanceurs, ce que se sont dit beaucoup de nos concurrents, on fait des lanceurs pour les industrialiser. Et donc quand on intègre la partie industrielle, ça fait que on réfléchit complètement différemment. On fait pas des pièces pour qu'elles fonctionnent, on fait des pièces pour qu'elles soient simples à industrialiser et qu'elles fonctionnent. Mais voilà, on ajoute une complexité en plus. Et donc ça fait qu'on passe plus de temps à définir qu'à prototyper. Au début, hein, la phase de définition est un peu plus longue par rapport à d'autres. Sauf que ça nous permet d'avoir des pièces qui sont industrialisables dès quasiment leur premier test. Dans Et donc, votre- Pardon, c'était juste non, pour qu'on on se situe, c'était juste pour se dire, aujourd'hui quand même dans votre mode de fonctionnement et votre mode de développement, par rapport à d'autres sociétés où vous pouvez très rapidement mettre un produit sur le marché et tirer les bénéfices de ce produit pour financer les autres produits derrière, là vous êtes plus sur de l'investissement très lourd pour pouvoir démarrer en fait. ouais. C'est difficile. En même temps, ça s'y prête beaucoup. Enfin, c'est une industrie où déjà, il faut que tu y arrives. Parce que si tu rates, ça coûte très cher. Tu peux pas itérer, faire des moitiés de chemin. Donc, Ouais. Ouais. enfin, il faut bien que tout le monde ait conscience de ça. Tu vois, beaucoup d'autres boîtes dans le milieu de la startup vont sortir des produits souvent numériques. Donc, tu peux sortir des petites propositions de valeur, tester ton marché et itérer derrière. C'est ça. Vous, c'est plus compliqué. C'est ça, en fait, derrière, qui prend du temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment des procédés industriels à mettre en place sur lesquels, en plus, vous cherchez des nouveautés. Donc, ça prend du temps, ça se comprend. C'est ça. Et globalement, je dirais même, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que on a quand même une timeline ultra agressive, hein. On veut faire notre premier lancement fin 2024, donc on a encore un peu trop, aux alentours de 3 ans pour le faire. Donc c'est quand même ultra rapide. C'est juste qu'on est plus long sur la phase les phases préliminaires de définition des besoins. Malgré tout, on va quand même une assez grosse vitesse. Mais c'est vrai qu'on souffre du fait qu'on n'est pas une entreprise classique, c'est-à-dire que ça demande du temps à développer le produit avant de commencer à le commercialiser. Pour revenir justement sur la phase dans laquelle on est, là on est en train de finaliser les phases de définition justement et on commence à faire des prototypes. On reçoit nos prototypes, donc le protomoteur octobre-novembre. On va recevoir également notre proto réservoir en septembre, proto coiffe qui protège les satellites, pareil. Donc ça va vite, malgré tout. Et là, le but étant qu'en l'année prochaine, en 2022, on valide une grosse partie de nos sous-systèmes, un à un. 2023, qu'on les valide tous ensemble, qu'on fasse un premier vol suborbital. Donc on va dans l'espace, mais on va pas en orbite. On va un peu moins haut, globalement, et un peu moins vite. 2024, vol orbital avec la validation de tous les systèmes finaux. Et l'industrialisation surtout. Et alors, du coup, je rebondis sur une question que Toufik encore nous a fait dans le chatroom, c'est que comment ça se passe du coup la création, le lancement et le financement d'une société comme ça dans le spatial qui du coup j'imagine coûte cher et prend du temps, c'est ce que tu viens de nous dire. Alors, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette miracle. Nous, en effet, on a galéré, hein. On a voulu aller faire notre premier tour d'investissement en plein milieu du Covid. On a rapidement déchanté. Parce que déjà, lever de l'argent quand tu fais de la technologie de pointe qui demande... Enfin voilà, que tu fais autre chose que des marketplaces ou des logiciels SaaS, c'est compliqué. Parce que les investisseurs ne comprennent pas que tu puisses dépenser 100 millions d'euros en 4 ans et qu'après, tu as ton produit. Et que tu ne le rembourses pas en 2 ans. Donc ça déjà c'est du mal. Et en plus on rajoute la pandémie, c'était mort. Mais on a quand même réussi à trouver des gens. Donc globalement on a réussi à avoir plusieurs choses. On a réussi à avoir un contrat de notre agence spatiale, le CNES, l'agence spatiale française, un contrat de développement sur le moteur justement, qui peut-être arrivera. Je vois. Ah yes. Sifflot. Non mais je sais, t'en fais pas, ça sert à rien de me. Je sais qu'on peut pas montrer. Oui, je sais qu'on peut pas montrer le complexe d'injection. Allez, hop, donne. Donc, Ah ouais. hop, voilà en gros. Alors ça c'est juste ça, c'est histoire de montrer. Ça c'est quand les gens viennent. Ça c'est la taille donc du moteur qui sera imprimé d'ici qui est un peu plus petit que le moteur qu'on utilisera sur le lanceur, mais qui va être imprimé globalement dans les prochains mois. Voilà pour un petit peu vous représenter la taille du truc. Il y en a un par lanceur.
Non, il y en a 6 au premier étage. 6, d'accord. Ok. Ah oui, Donc imagine d'accord. 6 trucs comme ça, l'un à côté de l'autre qui bastonnent, et un au deuxième étage, et le même d'ailleurs. Donc voilà un petit peu le, Ah, c'est le super. bestiau. D'accord, donc ça nous Ça donne bien une rend vraiment indication de la taille concret du. là. Ok. Ouais, voilà, Je, sur la je vais le taille, à quoi laisser ça là. ressemble. Je vais le laisser là. Plutôt là, voilà. Ouais, l'investissement du coup. Et Donc donc, pardon, pour un contrat revenir. du CNES, ouais. Donc, nous, on a eu la façon dont ça s'est passé pour nous. On a eu un contrat du CNES de 50 000 euros pour développer le moteur. Non, le moteur nous coûte beaucoup plus que 50 000 euros. Mais pour, on va dire, mettre le pied à l'étrier, ils nous ont payé l'impression 3D du moteur globalement. Ensuite, on a pu rentrer dans l'incubateur de l'ESA qui s'appelle l'ESA BIC pour Business Incubation Center Nord, donc la partie nord de la France. Donc 25 000 euros d'aide également là-dessus. Euh, Toujours sur le moteur. Là, on était en juin. Et on a commencé à aller chercher des fonds pour le coup privés. Parce que on peut, enfin, 100 millions, ça s'obtient pas avec de l'argent public. Ça s'obtient pas non plus avec des banques. C'est les banques qui prêtent pas d'argent à ceux qui en ont besoin. Donc ils en prêtent à ceux qui en ont pas besoin. Et globalement, bah, ce qui se passe, c'est que on est obligé d'aller vers du venture capital. Donc des gens du capital risque en français, des gens qui donnent de l'argent à des startups dans l'espérance que ces startups fassent fois 100, fois 1000. Des fonds Bah, je privés crois, souvent. Ouais. voilà exactement, des fonds privés. Donc globalement, c'est des gens riches qui passent de l'argent à des gens qui placent l'argent des gens riches. C'est globalement comme ça que ça fonctionne. Ou alors des fonds qui prêtent de l'argent à des fonds pour qui. Enfin bref, on va pas rentrer dans le détail. Et donc le métier de venture capital et des capital risqueurs, c'est de pouvoir justement investir dans des boîtes. Et nous, on a trouvé un fonds d'investissement ainsi qu'un business angel, une business angel même, qui ont décidé, voilà, qui ont voulu rejoindre l'aventure en nous finançant en partie. Ça nous a permis de débloquer des financements BPI, pour le coup, qui a Ah, été très bien. extrêmement présent grâce à la région Grand Super. Est. Euh, donc on a reçu une aide qui s'appelle les obligations convertibles, obligations convertibles du fonds French Tech Seed. Voilà, comme ça vous avez tout le nom, mais on s'en fiche un petit peu. Globalement, pareil, c'est le CNES qui nous a fait une lettre d'intention qui a dit c'est des gens sérieux, donnez-leur de l'argent. Et donc la BPI a dit très bien, vous trouvez 250 000 euros en investissement, on vous met 250 000 euros. Et au-delà de ça, la BPI régionale a décidé de nous faire également une subvention de 150 000 euros pour l'innovation, toujours sur le moteur. Donc voilà, nous, comment est-ce qu'on s'est Quel financé au travail là au début? niveau des levées de fonds là pour aller chercher un peu partout Ouais, donc tout ce qui est C'est possible. ouais, c'est en effet un travail assez éreintant qu'on a fait tout seul. Pour la prochaine levée, clairement, on l'a fait avec des partenaires qui nous accompagnent. Mais voilà, et puis là, des, on est en train de des, lever à nouveau plus de 500 000 euros. Enfin, ça vient d'être clôturé globalement, mais plus de 500 000, moins de 2 millions. Histoire juste de pouvoir accélérer un petit peu notre développement et qui nous permet aujourd'hui d'être une trentaine. ok. Par contre, vous restez du coup en phase d'amorçage. Ça reste du seed. Non, là on est en pré-série A quoi. Donc c'est un peu C'est plus. Ouais, on a passé le seed, ça s'est fait. Et là on rentre là on après série. a Ok, fait on a clôturé une pré-série A et on va vers une série A de plus de 7 millions d'euros. ok, Oui, très bien, ok. génial. Eh bien, c'est parfait. Est-ce que tu as d'autres Wow. questions, Bertrand? Bah, écoute, Non, moi, je suis bluffé en fait. Moi, j'adore. Hein, l'aventure elle me paraît extraordinaire. J'essaie juste de faire un petit parallèle. Peut-être que demain, vous serez le SpaceX français, même si vous abordez des concepts très différents d'eux. Hein, donc, c'est pour ça qu'on peut pas vraiment comparer. Je comprends mieux, en tout cas, que SpaceX fasse en sorte de récupérer leur lanceur quand on voit les prix qui ont été donnés. Donc, effectivement, pour des raisons business, hein, c'est vrai que les lanceurs ont un Ça, c'est coût clair. important. Vous, pour le coup, vous avez pris un pari un peu différent qui est de dire on va réduire la taille de ce que l'on envoie parce qu'il y a un marché sur les nanosatellites et les small satellites, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Et vous vous dites aussi, mais dans ce cas, réduisons le coût du lanceur. Mais pour l'instant, on le perd, hein, le lanceur, on est d'accord. Hein, il n'est pas Ouais, ils sont réutilisé. jetables. Voilà, ils sont Ouais, jetables. non, mais c'est ça. Aujourd'hui, Zephyr est complètement jetable. Ça nous coûterait beaucoup plus cher de le faire réutilisable, Mhm. et considérablement plus cher à développer et à industrialiser. Du coup, ça n'a aucun intérêt. Enfin, voilà, ça n'a aucun intérêt industriel de le faire. Par contre, clairement, on travaille sur la réutilisation. D'accord, ouais, intéressant. Donc ça veut dire que là, pour le coup, pour l'instant en tout cas, c'est jetable. Donc diminuons le coût au maximum, d'où le fait de passer plus de temps en amont pour arriver à designer des solutions de manière à faire en sorte d'être plus indus. Et typiquement là,
avec de l'impression 3D, diminuer drastiquement les coûts, puisqu'on sait que ce sont des coûts fixes et il faut réduire ces coûts fixes-là pour pouvoir avoir une offre différenciante, quoi. Tout à Ok, fait, tout à fait. C'est le but, c'est ce qui nous permet du coup de faire de vendre des lancements à 2,5 millions et que vous pouvez aller en orbite. Vous pouvez placer 70 kilos en orbite pour 2,5 millions. ok. Super, Mais et écoute, pour moi, parfait. c'est clair. Je regarde un petit peu les questions de la chatroom. En fait, t'as Je vois qu'il y en répondu a sur une. la plupart, sur la BPI. Ah, tu en as une autre, Oui, vas-y. on est GUI et CIR pour répondre à tout flic. D'accord. Voilà. Ça rentre. Mais donc en fait, ouais, le schéma de financement est relativement classique en fait par rapport aux autres Ouais, startups. bah on fait de la recherche, du coup on en profite quand même un petit Hmm. peu. Non, mais c'est bon à se dire. Donc c'est globalement les mêmes points d'entrée. C'est peut-être pas les mêmes ordres de grandeur, mais ok. Très Ok. bien. Et juste pour la suite, j'ai entendu le lancement en 2024. Donc, Ouais. et puis je suppose plein d'autres choses derrière, hein. Tu nous disais que tu travaillais sur la réutilisation ou autre. Donc, je suppose que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin et que vous Non, avez des je confirme. projets. Absolument, on a déjà ouvert notre première filiale. La deuxième ne va pas tarder à être annoncée. Donc on avance vite et on a en effet l'ambition d'être bien plus qu'un simple opérateur de lancement. D'accord. C'est Très clair. bien. Bah, écoute, franchement, c'est beau. Moi, tu m'as fait rêver là un petit peu avec l'espace. Là, ça change par rapport à ce qu'on voit habituellement. Et j'adorais le fait que tu nous expliquais que c'est le fait de voir des lancements de fusées qui te donne envie de lancer ça et dit allez, pourquoi par Ouais. moi et allons chercher ce qu'on peut proposer en étant différenciant, en apportant de la valeur à des clients. Donc, waouh, je trouve ça. C'est le but d'une entreprise. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, mais on sent Bon, la passion derrière tout ça. ah oui. Et elle est C'est clair. partagée, et tu la diffuses très bien en plus, donc avec plaisir. C'est mon objectif. Mais écoute, je te propose à ce moment-là qu'on passe sur la partie news. Si tu souhaites intervenir, j'en ai sélectionné une qui n'est pas sur Terre, donc tu verras, on sait jamais, mais qui est loin de ton secteur d'activité. Et je vous propose que l'on démarre la partie news avec hop, la news sur Ascendance. Donc Ascendance, c'est quoi? Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un petit lien, on va essayer de faire un petit peu hors du sol en tout cas, qui est une startup d'ailleurs, une startup toulousaine qui propose en fait, qui mise sur l'hybride pour créer des taxis volants. Donc taxi volant, alors vous avez une image de concept en tout cas qui est dessus. Et là où je trouvais intéressant en fait, c'est que par rapport à ce que l'on a habituellement avec le taxi volant sur batterie qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut proposer en termes de drone, mais au niveau qui vole, mais avec capacité d'amener des passagers, eux misent sur l'électrique avec de l'hybride, c'est-à-dire d'autres sources d'alimentation avec des énergies fossiles par exemple, pour pouvoir carrément rivaliser avec l'hélicoptère. Donc en gros, on vient résoudre le problème potentiel d'autonomie au niveau des taxis volants qui ne seraient que sur batterie, en créant des concepts hybrides, et notamment au décollage, où il y a besoin, là aussi, là où il y a le plus besoin en tout cas de pousser et d'électricité et donc d'énergie, ben on va venir avoir toute la puissance des énergies fossiles qui vont suppléer avec en plus de la partie électrique via de la batterie et qui permettra comme ça de pouvoir augmenter l'autonomie, augmenter le poids limite de transport et créer une alternative à l'hélicoptère, mais qui reste quand même très intéressante, puisqu'on aurait quand même un aéronef de 5 places et qui ambitionne de réduire de 50 à 80% les émissions de CO2. Donc c'est quand même pas rien, et donc on est sur de l'hybride. Certes, on va avoir l'émission de CO2, mais on va fortement la diminuer, et on va diviser le bruit par 4 et être 2 fois moins cher à acquérir et à utiliser qu'un hélicoptère, on va dire, classique. Donc je trouvais ça extrêmement intéressant en termes d'approche et de se dire Ouais. que on ne vient pas se limiter uniquement à ce qui existe sur la partie batterie en fait, c'est de dire ben, l'hybride peut aussi avoir du sens sur des possibilités comme ça de taxi volant. Bah, c'est surtout qu'on a vu des concepts comme ça, donc des VTOL qui font du décollage vertical pour des problématiques de transport urbain notamment. On Oui, a vu beaucoup, il y a beaucoup de concepts qui sont passés, des Airbus hein, parmi les plus connus et d'autres usines en Chine. Mais sur batterie, en fait, tu te rends très vite compte, effectivement, le full électrique en termes d'autonomie, ça répond pas, quoi. C'est une belle démo technologique, mais tu pourras pas t'en servir. Leur proposition est intéressante, effectivement, pour aller jusqu'à un vrai cas d'usage commercial derrière. Je ne ouais. connaissais pas. J'étais plutôt dubitatif quant à la news, mais en fait, oui, tu m'as convaincu.
Écoute, très bien. Parfait. Allez, je vous propose une autre news et je vous en ai parlé tout à l'heure dans le sommaire. Donc c'est Aircall, Aircall qui devient une licorne. Alors on n'en a pas énormément de licornes, donc une licorne française issue de la French Tech. Là c'est vraiment super intéressant. Et ils viennent de lever 65 millions de dollars. Pour rappel, une licorne, mais c'est une startup qui va réussir à dépasser le milliard d'euros en termes de capitalisation pour pouvoir démarrer. Et ça c'est vraiment assez impressionnant. Aircall, je ne sais pas si vous connaissez, donc je vous donne rapidement, ça a été fondé en 2014, hein, donc quand on regarde, c'est pas bien vieux hein, pour être devenu une licorne, c'est beau. Et c'est simplement une startup qui ambitionne de dépoussiérer tout ce qui est téléphonie, mais version B2B, avec des serveurs vocaux interactifs dans le cloud qu'on va venir activer, utiliser, entre guillemets, louer et qui vont vous permettre comme ça d'avoir tout un système de serveur vocal interactif qui va être mis à disposition. Et à ce jour, bon, on a quand même de grosses entreprises comme Blablacar, Cityscoot, Lydia qui utilisent, et Open Classroom qui utilisent ce service-là. Et vous avez des partenariats très intéressants puisqu'ils proposent beaucoup d'interconnexions avec des CRM par exemple du marché comme du Salesforce, mais aussi des interconnexions avec Slack, avec Microsoft Dynamics. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper intéressant en termes de capacité à être interconnecté. Et vous avez, tiens, mais même Mano qui est partenaire et qui utilise cette solution-là. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Ça vient, comme ils disent, dépoussiérer ce qu'on vient proposer de manière classique. Ça permet de faire du marché à la demande, où on vient utiliser son serveur, le louer sur le cloud. Et aujourd'hui, quand même, c'est une croissance de 65% en 2020. Et donc, c'est quand même vraiment, vraiment pas rien, puisqu'il a ambition de franchir la barre des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'année. Donc, ben, bravo, moi je trouve ça vraiment super intéressant et un bel exemple en tout cas dans un délai assez court. Et je vous propose de terminer avec notre dernière news. Et notre dernière news, c'est sur Electra. Donc décidément, on se parle un petit peu électricité entre les taxis, avions et ça. Mais c'est 15 millions d'euros pour son réseau de stations de recharge. Donc Electra, c'est une start-up bien sûr française et qui a très bien compris la problématique avec les voitures électriques aujourd'hui, qui sont le réseau de recharge. Donc le réseau de recharge, c'est aujourd'hui ce qui peut bloquer au fait de prendre une voiture électrique ou peut en tout cas freiner les utilisateurs. Et là où aujourd'hui, je vous redonne juste quelques chiffres quand même, mais le marché de la voiture électrique, c'est 180% de croissance. Alors forcément, à la base, est beaucoup plus basse, hein, donc les pourcentages ne veulent pas forcément dire grand-chose. Mais quand tout le marché sur de vente de véhicules chute de moins 25% au total, hein, donc ça peut vous montrer quand même le basculement qui se fait. Et plus on va avoir de voitures électriques, plus on va avoir besoin de charger ces voitures-là. Et les réseaux de recharge sont extrêmement importants. Donc ils ambitionnent de créer un réseau de 1000 stations d'ici 2030. Donc ils ont levé 15 millions d'euros pour cela. Et si on regarde en fait ce qu'ils proposent en termes de concept, c'est des bornes de recharge rapides de 15 à 30 minutes, les plus faciles d'utilisation possible et qui sont réservables. Ça veut dire qu'on vient réserver sa borne et on va lui dire ben, je la réserve, j'arrive dans 10 minutes, j'arrive et je sais que ma borne est vide. Aujourd'hui, c'est quand même un des principaux sujets hein, qui est est-ce que ma borne de recharge est libre? Est-ce que je peux venir me connecter dessus? Et est-ce qu'elle est à portée? Et ils disent qu'avec leur réseau, ils ambitionnent de pouvoir proposer une station à 10 minutes de là où vous vous trouvez, quelle que soit votre position. Et donc avec une possibilité de réservation. Moi je trouve ça très intéressant pour être moi-même possesseur de voiture électrique, mais forcément le réseau c'est important et c'est ce qui m'a fait choisir d'ailleurs Tesla. Qui propose aujourd'hui des meilleurs réseaux pour les recharges très rapides. Si vous voulez vous déplacer en Europe, effectivement, c'est assez imbattable, mais ils vont vite être rattrapés. Et vu le nombre de voitures qu'ils vendent, ça va vite être un très gros problème parce que leurs superchargeurs vont vite être dépassés en termes de capacité par rapport au nombre de véhicules. Donc il faut beaucoup d'initiatives comme celle-là pour arriver à répondre à la demande croissante telle qu'elle est projetée dans les années à venir. Ce qui me surprend,
tu vois, c'est que l'industrie pétrolière se soit pas jetée dessus. Tu vois, ils se disent, bah, nous, on a des. Enfin, pas pétrolière, mais peut-être, tu vois, les stations de distribution. Mhm. Station d'essence, du coup, n'est pas. Franchit le pas de se dire, on va aussi devenir distributeur, constructeur et distributeur de bornes comme ça. C'est plutôt les startups, du coup, et ces petites boîtes qui viennent, je vais le dire, à disrupter, en fait, ce marché-là. Ouais. Ce que tu Je vois. pense qu'il y a. Ouais. Pardon, je t'en Vas-y, prie. Sandy. Non, j'allais dire, moi, ce qui me. C'est- La problématique avec ça, c'est que tu as des stations de pétrole, j'imagine que tu peux tout mettre dans les cuves. C'est-à-dire que si tu changes de fuel demain, tu passes au green fuel, etc., tu peux changer, enfin, tu changes ce qu'il y a dans les cuves, tu changes pas ton infrastructure. Alors que les stations électriques, bah, si dans 2 ans, tu as une innovation qui fait qu'on peut recharger 2 fois plus vite, t'es mort. Mhm. Ça, c'est un truc qui va m'intéresser à regarder, enfin, ça va beaucoup m'intéresser à regarder l'évolution des stations de recharge partout dans le monde et de voir du coup la compétitivité au fur et à mesure que les batteries évoluent, au fur et à mesure que les recharges évoluent, parce que ça va être, je pense, un vrai problème, parce que tu dépenses des millions et des millions pour rechanger tout le temps bah, tes stations. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, pour information hein, sur l'emplacement des stations-service versus l'emplacement des recharges de stations électriques, Tesla, par exemple, pour pas citer, mais a pris le pari de positionner ces stations de recharge principalement à côté d'hôtels qui proposent de la restauration. Oui, Parce qu'il y a un c'est ce qu'on me problème dit. de temps d'attente, en fait. C'est-à-dire que même avec une recharge très rapide que propose Tesla et d'autres comme Unity, par exemple, eh bien, on va devoir attendre quand même 20-30 minutes. Donc le but c'est de transformer cette expérience en disant de toute manière il y aura pour 20 ou 30 minutes et je te rejoins Sanissa, peut-être que dans quelques années ça sera plus que 10 minutes ou 5 minutes et donc là on change le modèle. Mais en attendant on est sur 20 à 30 minutes et il faut vous occuper pendant 20 à 30 minutes en fait Ouais. pour pas vous voir passer ce temps-là. Donc une fois que vous êtes sorti de la voiture, vous avez fait 3 fois le tour pour vous dégourdir les jambes, bah, qu'est-ce que vous faites d'autre? Et donc là vous êtes à côté d'hôtel et vous avez la restauration de l'hôtel, vous pouvez avoir les services de l'hôtel, vous pouvez prendre un café sur la terrasse de l'hôtel. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est aussi pour ça que dans les Tesla, ben, vous avez une grande tablette avec des services Netflix ou autres qui sont accessibles depuis la tablette pour vous dire, ben, pas, tiens, j'ai 30 minutes, c'est pile le temps de mon épisode et je me regarde mon épisode pendant que ça recharge. Et quand mon épisode est terminé, ma voiture est prête, on est reparti. J'ai pas vu passer mon temps et donc je me sens pas frustré. Et il y a tout ce sujet-là de vous occuper pendant ce temps-là est aussi pour moi déterminant de l'emplacement de recharge qui ne matchent pas forcément avec une station-service là où elles sont positionnées aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant à regarder comment ça va pouvoir évoluer. Bonne C'est remarque. clair, C'est clair. c'est clair. Et bien Super. on est arrivé au terme de ce numéro 10 de la Fresh Tech. Moi vraiment j'étais ravi et conquis Stanislas par ta startup. Là tu m'as vraiment envoyé Merci. du rêve, donc il me tarde de voir ça. Et je serais vraiment preneur si tu as l'occasion dans quelques mois ou années de te De faire nous revenir. inviter au lancement de la Ah, de prochaine nous en inviter au 2024. lancement. Avec plaisir pour qu'on le diffuse en live, mais en tout Ah, cas de nous stylé. faire, que tu puisses revenir nous voir, nous disant, ben voilà, ça y est, le premier test est fait, on a réussi ça, on s'est rendu compte qu'on avait ça maintenant à améliorer, et nous faire un petit retour comme ça sur ce projet quand même un peu fou là, que t'as lancé, mais avec des technologies maîtrisées, donc il n'y a pas de raison. Et je te souhaite vraiment que ça puisse continuer au rythme que tu le souhaites et que tu puisses faire rêver d'autres personnes comme toi, tu as pu rêver devant d'autres lanceurs. Bah, écoute, merci beaucoup. Clairement, je serais ravi de pouvoir partager nos belles news avec vous. Et puis, moi, j'aime beaucoup votre émission, donc je vais commencer à suivre plus activement. En tout cas, je me suis abonné au réseau, donc on verra, on verra bien. Mais C'est c'est une super gentil. initiative. Super. Et merci. Eh bien, je vous souhaite dans ce cas une bonne fin de journée à tous. Pensez à ceux qui sont en rediffusion, n'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube dans les commentaires on fera suivre à Stanislas, peut-être qu'il vous répondra même en direct, directement dans les commentaires si vous en avez. Et si vous avez également la possibilité, n'hésitez pas à venir nous suivre en live sur Twitch, sur la chaîne Studio Renegade. On fait plein d'émissions sur plein de thèmes différents.
Et on peut vous annoncer, et c'est pas toujours le cas, mais là cette fois-ci on l'a, le prochain numéro de la Fresh Tech sera très rapidement, donc pour ceux qui nous regardent en live, dès mercredi prochain pour l'émission de juillet qu'on fait un peu plus tôt pour raison de vacances d'été, et qui sera cette fois-ci sur la blockchain avec la startup InBlock qui propose plusieurs solutions, dont également une solution visant à résoudre, ou au moins en tout cas contrebalancer, le problème des blockchains qui sont aujourd'hui très énergivores et qui ont une solution pour les rendre bien moins énergivores au niveau de la façon de les traiter. Et donc il me tarde qu'ils viennent nous présenter ça et pourquoi pas arriver à révolutionner le domaine. Donc on change de sujet, on change de domaine, mais en tout cas je pense que ça s'annonce être passionnant également. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour le prochain numéro. Merci à vous deux. Au Merci. revoir. Ciao, Si. ciao. Au revoir.